L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Shavua Tov, Eliana. Bonjour Olivier, vous allez bien? Très bien. Alors on va parler musique ce matin. Ah super. Puisque on ouvre la semaine en musique. Exactement, c'est l'anniversaire de la naissance de Reb Shlomo. Vous savez qui c'est Reb Shlomo? Bien sûr. Shlomo Carlebach, le très célèbre rabbin. Le rabbin chanteur. Le rabbin chanteur, exactement. Il se faisait appeler comme ça, The Singing Rabbi, quand il était en vie. Eh bien c'est de lui dont j'aimerais vous parler ce matin. Alors Shlomo Carlebach, il descend d'une vieille famille de rabbins allemands qui est assez connue. Son père, c'est le Rav Naftali Carlebach, la rue Carlebach à Tel Aviv. Oui. C'est pas du nom de Shlomo, c'est du nom de son père. Ah bon. Voilà. Il grandit donc en Allemagne et en 1938, sa famille va immigrer en Lituanie. Ils vont être à côté de Poniewicz et enfin, eh bien, ils sentent que ça ne va pas très bien en Europe à cette époque-là. Et en 1939, ils ont la bonne idée de partir et de se retrouver aux États-Unis. Et aux États-Unis, Carlebach va étudier dans une yeshiva. Alors, il faut s'imaginer le Carlebach de l'époque. Il ne parle que yiddish. Il parle très peu d'anglais. Il étudie dans les meilleurs yeshivot. Il va recevoir sa smicha de Rav Yitzhak Hutner. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Pachad Yitzhak, une immense sommité. Il est considéré par tout le monde comme un Ilouï, comme un très très grand de sa génération. Et bien entendu, il a une belle voix, il chante bien et on lui demande d'être le chazan, d'être le chantre et de faire la tfila. Et puis en 1950, déjà il commence à s'intéresser, à rapprocher les gens à la Torah, puisqu'il faut rappeler que dans sa carrière de rabbin chantant, ce qu'il va essayer beaucoup de faire, c'est de ramener les Juifs à leur identité juive. Ouais. Alors il va organiser un groupe qui s'appelle le Tasgig. Vous savez c'est quoi le Tasgig? Non, pas du tout. Alors en anglais ça dit Taste and see God is good. Alors on va demander à David une traduction. Voilà, David vient de nous traduire. Goûtez et vous verrez que Dieu est bon. C'est un groupe d'études de Torah et donc il commence déjà à s'intéresser, à faire venir les Juifs, à ce que les Juifs s'intéressent un peu plus à leur identité juive. Et cette même année, il va aller à un Ulpan à New York toujours, et là il y a un piano et alors entre les pauses il joue et puis il joue des airs chassidiques puisqu'il a grandi dans ce milieu. Et il y a une dame qui est très impressionnée par ce qu'il fait. Elle s'appelle Sarah Schaffer-Kellman. Et elle travaille au centre Hillel de Manhattan. Et elle va lui demander, elle va devoir un peu le saouler pour qu'il accepte, elle va lui demander de venir faire un concert qui s'appellerait la place de la musique dans la tradition chassidique. Ouais. Alors Carlebach y va. Quand même. Et en fait, ça va être le déclencheur d'une très très grande carrière. Wow. Alors, il faut savoir que donc on est en 1950 et à cette époque-là, Carlebach a 25 ans et l'année d'après, en 1951, il va entrer dans un programme d'apprentissage d'anglais, puisque comme je vous ai dit, il ne parle presque pas l'anglais il devient. Pardon ? Il parle allemand. Il parle allemand, il parle yiddish, mais surtout, ça fait 10 ans qu'il habite, 13 ans, 14 ans qu'il habite aux États-Unis. C'est intéressant parce que. Il n'y avait peut-être pas d'Ulpan à l'époque non plus. Non, mais c'est pas ça. C'est même si vous allez aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, quand vous prenez le métro à New York, alors vous achetez votre carte de métro, alors on vous propose en plusieurs langues, parce qu'il y a plein de touristes. Alors, il y a plein de touristes, et puis l'espagnol est une des langues les plus importantes aujourd'hui aux États-Unis. Donc, vous avez un écran avec plein de langues proposées. Alors, vous avez, anglais, d'accord, ça va jusqu'à là, espagnol, ça va jusqu'à là, yiddish. Et vous pouvez acheter vos... Oui, puisqu'il y a une population juive qui est très importante à New York. Aujourd'hui encore ? Qui ne parle pas anglais. J'ai jamais vu ça. Il faut que vous retournez à New York, Olivier. Voilà. C'est une invitation. Je propose un reportage spécial à New York. Écoutez, on en parlera à la direction en réunion de prod. Et donc, il apprend l'anglais à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous écoutez des enregistrements de Carlebach en anglais, en hébreu, il le fait moins, mais en anglais, il a un anglais, un yiddish anglais. C'est-à-dire qu'il parle 3 mots en anglais, un mot en yiddish. Il parlait très bien l'hébreu, je suppose. Il a appris bien l'hébreu, exactement. Alors, il faut savoir aussi que il commence à se faire connaître et par sa musique et par sa façon de ramener les Juifs au judaïsme. Et c'est le rabbi de Lubavitch qui va en faire un de ses premiers shluchim.
les Shlichim, exactement, puisqu'il va lui demander d'aller dans les campus aux États-Unis, dans les universités américaines, pour essayer de reconnecter ces juifs à leur judaïsme. Et c'est comme ça en fait qu'il va commencer véritablement son travail d'essayer de rencontrer les gens, et en même temps Kérouv Levavot. Et en même temps il commence à écrire des chansons à la fin des années 50. Ces chansons en général elles sont faites à partir de versets du Tanakh, donc de la Bible, ou bien du Sidour, et sur sa musique. Alors une autre chose qui est quand même extraordinaire, il a composé, je sais pas moi, des milliers de mélodies. Il ne savait pas lire une partition. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il l'a inventé, et puis voilà. C'est quand même on peut comprendre que le Rav Hutner a été déçu, qu'il a considéré que c'était une perte immense pour l'étude du judaïsme, puisqu'on voit que c'était quelqu'un qui s'y connaissait. Il a ramené quand même pas mal de gens, et puis il a rapproché les gens à la Torah grâce à sa musique. Exactement. Alors il a inventé des chansons qui sont connues dans le monde entier, par exemple Am Yisrael Chai, c'est de lui ça. Et puis énormément de chansons, je n'ai pas toutes les chansons. Et d'ailleurs Am Yisrael Chai, vous savez quand est-ce qu'il l'a écrit cette chanson? Pas du tout. Il l'a écrite au moment où les gens de ma génération qui avons 30 ans aujourd'hui, on l'a oublié parce qu'on ne l'a pas connu. Pas les gens de ma génération. Mais votre génération, vous vous souvenez encore des batailles pour les Juifs soviétiques? Bien sûr. Et donc lui, il l'a écrit. On a manifesté dans les rues de Paris d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc ça, c'est une chanson qu'il a écrite pour les Juifs soviétiques au milieu des années 60. Donc c'est quand même, il y a toute une histoire derrière. Donc il était extrêmement connu. Ces chansons ont été, elles ont été reçues dans le monde entier, et il a été adulé pour ces chansons. Il a bien entendu fait un peu le tour du monde. Il a fait un peu le tour du monde pour chanter. Je connais les histoires de mon père au concert de Karl Barth dans les années 60 à Paris. Je crois un concert organisé par le Bnei Akiva, quelque chose comme ça. Et surtout, il va venir s'installer en Israël à un moment. Et il va vivre au Moshav Meor Modi'in, qui est encore connu comme le Moshav des Karl Barth, des gens qui sont très tournés Karl Barth. Et puis, bien entendu, ensuite, il va retourner à New York, et il va en permanence non seulement faire des concerts et écrire de la musique, mais surtout il était connu au moment de ses concerts il était connu pour les divrei Torah, pour les paroles de Torah qu'il disait, où il racontait des histoires, ou bien enseigner la chassidoute de Chabad, de Bretzlev, et c'était aussi c'était des moments importants, puisque il faut dire qu'au fil des années on a eu une démocratisation de la chassidoute. On a déjà parlé la semaine dernière, avec tout se suit cette semaine avec Echel, etc. Mais cette démocratisation de la chassidoute, en fait, la rend beaucoup plus accessible, que les gens s'y intéressent et comprennent. Karl Barth est décédé d'un arrêt cardiaque dans un avion. Il était en route pour le Canada, et il a été enterré à Har HaMenuchot. C'était quand? C'était en 1994. Et depuis lors, tous les ans, il y a un concert qui se réunit à Binyané Haouma au moment de son Yortzeit, au moment de l'anniversaire de sa mort. Il est mort en octobre. Et donc et puis il faut dire quand même que c'est peut-être un des rabbins, le rabbin chantant comme vous l'avez dit, et qui est un des plus connus. Et ses musiques, elles sont connues par tout le monde, dans le monde entier. On va en écouter quelques notes. Non, on va pas en écouter quelques notes, mais ce qui est important à dire, c'est que dans le monde entier, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui des minyanim Karl Barth, où on chante les mélodies, et c'est vachement sympathique de rentrer dans Shabbat. Il y en a à Jérusalem, un peu partout dans le pays. Voilà, et donc on attend la semaine prochaine pour aller dans un minyan Karl Barth vendredi soir. Oui, pourquoi pas, avec plaisir. Voilà, Olivier. C'est une bonne idée. Merci beaucoup, Eliana, de ces informations toujours très intéressantes aujourd'hui sur Moshe Karl Barth. Avec plaisir. À tout à l'heure pour le programme de la matinée, 8h31, musique ou musique, un peu juste avant la revue de la presse, des médias et de la presse israélienne. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.